Le silence de la cathédrale de Monaco était une chose vivante, un velours lourd brodé des murmures des invités. Assis sur son trône près de l'autel, le prince Mathieu était une statue de marbre, son visage impassible, un masque parfait dissimulant le tumulte intérieur. Les regards glissaient sur lui, pleins de pitié et de curiosité morbide pour le prince brisé, l'héritier muet que l'on disait sourd. Puis les grandes portes s'ouvrirent et une vague de lumière projeta la silhouette d'Amélie, l'héritière française, avançant dans l'allée. Sous le voile de dentelle ancienne, son visage était d'une beauté glaciale, une œuvre d'art conçue pour imposer le respect et non pour inspirer l'amour. Ses yeux, deux éclats de saphir, ne cherchaient pas les siens, mais évaluaient la richesse de l'édifice, la puissance qu'elle était sur le point d'acquérir. Pour elle, ce mariage n'était pas une union, mais une annexion. Pour lui, c'était le début d'un long, très long siège, où son silence serait sa seule forteresse. Les paroles du prêtre résonnaient sous les voûtes, des mots sacrés sur l'amour et la dévotion, qui sonnaient comme une ironie cruelle dans l'air froid de l'église. Amélie prononça son « oui » d'une voix claire et nette, le ton d'une femme d'affaires concluant une transaction de plusieurs milliards. Quand vint le tour de Mathieu, un silence attendu s'installa. Il inclina simplement la tête, un geste que la cour avait appris à interpréter comme son consentement. Un sourire presque imperceptible, teinté de mépris, effleura les lèvres de son épouse. L'échange des anneaux fut un contact bref et froid, le métal précieux se sentant comme des menottes sur leurs doigts. Lorsqu'il souleva le voile pour le baiser, il ne vit aucune trace de tendresse dans son regard, seulement le reflet de son propre reflet, celui d'un homme qu'elle considérait déjà comme une simple pièce décorative dans le grand échiquier de son empire. Le baiser fut une pression sèche, un sceau apposé sur un contrat, rien de plus. La réception au palais fut un tourbillon de champagne, de sourires forcés et de félicitations hypocrites. Amélie, radieuse dans sa prison de soie et de diamants, jouait son rôle à la perfection. Convaincue de la surdité de son mari, elle se pencha vers un ministre français, son rire cristallin couvrant à peine la cruauté de ses mots. Au moins, les avantages d'un mari décoratif sont nombreux. Il ne contredira jamais mes décisions d'affaires. Les rires gênés qui suivirent furent comme de petites aiguilles se plantant dans la chair de Mathieu. Il se tenait à ses côtés, le verre à la main, son regard perdu dans le vague, mais ses oreilles captaient chaque syllabe, chaque nuance de moquerie. Il voyait le pouvoir qu'elle tirait de son humiliation, la façon dont elle utilisait sa prétendue infirmité pour asseoir sa propre supériorité. Si cette histoire, née dans le silence et l'humiliation, touche déjà votre cœur, abonnez-vous pour vivre d'autres récits où l'amour doit briser les chaînes les plus lourdes. Plus tard, dans la suite nuptiale, l'opulence des lieux ne faisait qu'accentuer le vide glacial qui les séparait. Le spectacle était terminé. Amélie retira ses bijoux avec des gestes précis et impatients, les posant sur la coiffeuse avec un bruit sec. Sans un regard pour lui, elle sortit un dossier en cuir d'une mallette et le jeta sur le lit immense qui s'étendait entre eux comme un territoire neutre. À l'intérieur, un contrat prénuptial détaillé, non pas sur les biens, mais sur la vie. Des clauses sur leurs apparitions publiques, leurs quartiers séparés, et l'unique obligation qui les liait réellement, la conception d'un héritier. C'était une feuille de route pour une cohabitation fonctionnelle, une fusion d'entreprises où les sentiments n'avaient aucune place. Puis, sans un mot, elle se tourna et la porte de sa chambre se referma dans un claquement doux et définitif, érigeant une frontière physique à la barrière émotionnelle déjà infranchissable. Mathieu resta seul, le silence de la pièce pesant plus lourdement que le bruit de la foule. Il prit le dossier, ses doigts parcourant le cuir froid avant de l'ouvrir. Chaque ligne était une gifle, une définition clinique de son rôle. Il n'était pas un mari, mais un géniteur royal, un symbole nécessaire pour légitimer la future dynastie qu'elle comptait bâtir. Il avait été contraint à cette décision, un choix impossible entre l'honneur de sa famille et l'avenir de son petit principauté, menacé par des dettes écrasantes. Le mariage avec la puissante Amélie était la seule bouée de sauvetage, un sacrifice de sa dignité personnelle sur l'autel du devoir. Par la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient, indifférentes à sa cage dorée. Il avait accepté les termes, avalé l'humiliation, scellé son destin par ce simple hochement de tête à l'autel, tout cela pour son peuple. Il referma le dossier,
le son du papier se froissant brisant le calme oppressant. Sa décision avait été prise, un pacte silencieux, non pas avec sa nouvelle épouse, mais avec lui-même. Il allait endurer, il allait survivre. Mais alors qu'il se tenait là, dans la solitude glaciale de sa nuit de noces, une nouvelle résolution commença à germer dans les profondeurs de son âme meurtrie. Elle le croyait faible, sourd, brisé. Elle ignorait que son silence n'était pas une absence, mais une arme en devenir. Il se dirigea vers sa table de chevet et prit un carnet et un stylo. Il écouterait chaque mot, enregistrerait chaque insulte, cataloguerait chaque trahison. Sa main se mit à écrire, non pas sur le présent, mais sur le passé, son esprit retournant des mois en arrière, au jour où ce marché de dupes lui fut présenté, au moment précis où il avait compris que pour survivre, il devrait se transformer en fantôme. 6 mois avant ce mariage glacial, le nom d'Amélie de Valois était une puissance murmurée dans les salles de conseil de Paris. Elle n'était pas simplement une héritière. Elle était l'architecte d'un empire financier que son père avait esquissé et qu'elle avait transformé en forteresse. On la voyait se déplacer dans les couloirs de sa tour de verre à la Défense, une silhouette impeccable en tailleur sur mesure, son parfum de luxe traînant derrière elle comme une proclamation de victoire. Sa voix, jamais élevée mais toujours entendue, était un instrument de précision, capable de démanteler des arguments et de sceller des accords de plusieurs milliards d'euros avec une aisance déconcertante. Elle était le sommet de la chaîne alimentaire, une prédatrice élégante dans une jungle de costumes gris, son regard saphir ne voyant pas des personnes mais des actifs, des passifs, des opportunités. Le monde était son échiquier, et elle n'avait encore jamais perdu une partie, chaque mouvement étant calculé avec une froideur et une intelligence qui inspiraient à la fois l'admiration et la peur. La chute fut aussi soudaine que brutale, non pas le fruit d'une erreur de sa part, mais d'une trahison venue du cercle le plus intime. Son propre père, l'homme dont elle avait repris le flambeau, avait secrètement engagé leur fortune dans des investissements à haut risque, un pari désespéré pour surpasser d'anciens rivaux. La nouvelle lui parvint par un matin pluvieux, non pas par un appel téléphonique, mais par le silence assourdissant de ses banquiers. Les chiffres sur son écran d'ordinateur racontaient une histoire d'effondrement total, une hémorragie financière si profonde qu'elle menaçait d'emporter des décennies de travail. Elle se souvient du froid qui s'était emparé d'elle, un gel qui n'avait rien à voir avec la climatisation du bureau. C'était le froid de la solitude, la réalisation glaciale que la fondation sur laquelle elle avait bâti sa vie venait de se désintégrer sous ses pieds. Dehors, Paris continuait de vivre, ignorant que l'une de ses reines venait d'être détrônée dans le silence d'un bureau panoramique. La honte publique fut une vague déferlante qui suivit le tsunami financier. Les journaux économiques, qui la célébraient hier encore comme un génie de la finance, disséquaient sa chute avec une délectation morbide. Son nom, autrefois synonyme de pouvoir, était désormais associé au mot « scandale », faillite et enquête. Les invitations au gala se tarirent, les appels amicaux cessèrent, et les sourires qu'on lui adressait dans la rue se changèrent en chuchotements méprisants ou en regards de pitié, ce qui était pire encore. Elle apprit à marcher la tête haute dans un monde qui la jugeait, son visage un masque d'indifférence soigneusement entretenu pour cacher les fissures de son âme. Chaque jour était une bataille pour préserver les vestiges de sa dignité, pour ne pas laisser paraître la peur qui la rongeait la nuit, la terreur de tout perdre, non seulement sa fortune, mais son identité même, celle qu'elle avait mis toute sa vie à construire avec une détermination de fer. C'est dans ce désert de solitude et de désespoir qu'une proposition inattendue, presque surréaliste, lui fut présentée par des émissaires discrets. Le petit mais immensément riche principauté de Monaco cherchait une alliance, une union pour son prince héritier, Mathieu. L'offre était simple et brutale, un mariage en échange de l'effacement total de ses dettes et d'une injection de capital qui sauverait ce qui pouvait encore l'être de son empire. Il y avait une condition cependant, une clause murmurée avec un certain embarras. Le prince était différent. On parlait d'un accident, d'un traumatisme de guerre qui l'avait laissé muet et que beaucoup supposaient également sourd. Un prince brisé. L'idée était révoltante, une humiliation suprême. Elle, Amélie de Valois, vendue comme une épouse de convenance pour un homme défectueux afin de sauver sa peau.
Son premier réflexe fut de rejeter l'offre, avec le mépris qu'elle méritait, son orgueil se rebellant contre une telle indignité. Pourtant, les nuits blanches passées à contempler l'abîme de la ruine eurent raison de son orgueil. Elle se revoyait, enfant, promettant à son père qu'elle ferait de leur nom une légende. Cette promesse était tout ce qui lui restait. Le mariage n'était pas une reddition, se persuada-t-elle dans le silence de son appartement luxueux, qui lui semblait désormais une prison, mais une manœuvre stratégique. C'était une annexion par d'autres moyens. Elle utiliserait ce prince silencieux et sa fortune pour se reconstruire, pour rebâtir son empire plus grand et plus fort qu'avant. Elle transformerait cette cage dorée en un nouveau trône. Sa froideur se durcit, son cœur s'enferma derrière une muraille de glace. Elle accepta, non par faiblesse, mais avec la détermination froide d'une générale sacrifiant une pièce pour gagner la guerre. Elle ne serait pas une victime. Elle serait une reine, même si son roi n'était qu'une ombre silencieuse à ses côtés, un simple outil pour sa reconquête. Le jour de la signature du contrat, dans un cabinet d'avocats parisiens aux boiseries sombres, l'air était chargé d'une tension palpable. Sa vulnérabilité était là, couchée en noir sur blanc, dans les clauses du document qui liait son destin à celui d'un inconnu. Chaque paragraphe était un rappel de son échec, de sa perte de contrôle. Son état émotionnel était un mélange de fureur contenue et de résignation glaciale, une tempête parfaitement maîtrisée derrière un visage impassible. Elle tenait le stylo, sa main ne tremblant pas. C'était là, dans cette pièce feutrée, que son ancienne vie prenait fin et que la nouvelle commençait. En apposant sa signature en bas de la page, elle ne scellait pas seulement une alliance financière. Elle érigeait un mur définitif autour de son cœur. Elle se préparait à entrer en scène, à jouer le rôle de la princesse parfaite, tout en planifiant déjà dans le secret de ses pensées comment elle tournerait chaque aspect de ce marché de dupes à son avantage. Le prince silencieux ne saurait jamais qu'il épousait une tempête. Le bruit feutré du stylo se posant sur le buvard en cuir fut le point final, la césure nette entre sa vie d'avant et la cage dorée qui l'attendait. Amélie de Valois resta un instant immobile, la main encore posée sur le contrat, sentant le froid du papier remonter le long de ses doigts comme un venin. Les avocats, autour de la table en acajou massif, retenaient leur souffle, conscients du poids de cet instant historique. C'est alors que la lourde porte du cabinet s'ouvrit sans qu'on l'ait annoncé, baignant la pièce d'une lumière grise venue du couloir. Un homme se tenait sur le seuil, une silhouette grande et sombre découpée à contre-jour. Il n'était pas un émissaire. Son port de tête, l'immobilité souveraine de sa posture ne laissait aucune place au doute. C'était lui, le prince Mathieu. Sa présence inattendue était une déviation au protocole, une première manœuvre sur l'échiquier de leur vie commune, et elle sentit une vague de colère glacée la parcourir. Il n'était pas censé être là, témoin silencieux de sa capitulation. Il s'avança dans la pièce, ses pas ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis perçant. L'atmosphère, déjà tendue, se chargea d'une électricité nouvelle. Il n'avait rien du portrait qu'on lui avait dépeint, celui d'un homme brisé et d'une relique fragile. Vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé qui soulignait une carrure d'athlète, il dégageait une aura de puissance contenue, presque dangereuse. Amélie le dévisagea, son masque d'impassibilité se fissurant une fraction de seconde sous l'effet de la surprise. Ses yeux, d'un gris tempétueux, la fixèrent sans ciller, la scrutant non pas comme sa future épouse, mais comme une adversaire. Ce n'était pas le regard vide d'un homme absent au monde, mais celui d'un observateur affûté, qui semblait lire en elle avec une clarté dérangeante. Elle sentit un frisson involontaire, un mélange d'agacement face à son audace et d'une curiosité presque malsaine. Le silence entre eux devint un champ de bataille, un duel muet où chaque seconde qui passait était une prise de mesure, une évaluation des forces en présence. Ignorant superbement les avocats qui se tortillaient sur leurs chaises, Mathieu contourna la table, son mouvement fluide et délibéré. Il ne s'arrêta pas devant elle, mais continua sa marche jusqu'à la haute fenêtre qui donnait sur la place Vendôme baignée par une pluie fine et persistante. Il se posta là, de dos, les mains jointes derrière lui, contemplant la ville qui avait été le théâtre de sa gloire et de sa chute. Ce geste était d'une arrogance sublime. En lui tournant le dos, il la reléguait au second plan, affirmant son contrôle sur la situation, sur la pièce, et par extension sur elle. Amélie serra imperceptiblement les poings.
Elle, qu'aucun homme n'avait jamais osé ignorer, se retrouvait face à une muraille de silence et d'indifférence. Elle observa la ligne rigide de ses épaules, la tension dans sa nuque. Elle avait cru acheter un titre et une fortune. Elle réalisait qu'elle avait peut-être acquis un gardien de prison, un geôlier dont l'arme principale était ce silence insondable et pesant. Un de ses aides, resté discrètement en retrait près de la porte, s'éclaircit la gorge et prit la parole d'une voix neutre, mais chaque mot semblait dicté par la silhouette immobile à la fenêtre. « Madame, Son Altesse Sérénissime est venue vous escorter personnellement. Votre avion privé pour Monaco est prêt à décoller. Vos affaires ont déjà été transférées. » La nouvelle la frappa comme une gifle. Il n'y avait eu aucune discussion, aucune demande. C'était un ordre, une prise de possession immédiate. Son orgueil, déjà mis à mal par la signature du contrat, se cabra violemment. Elle devait partir maintenant, comme un colis que l'on vient réclamer après paiement. Elle leva le menton, son regard de saphir lançant des éclats de glace en direction du prince. Elle allait refuser. Elle allait lui montrer qu'elle n'était pas une chose que l'on pouvait déplacer à sa guise, même si le monde entier croyait qu'il ne pouvait ni l'entendre ni lui répondre. Elle ouvrit la bouche pour formuler son refus cinglant, prête à déclencher la première guerre de leur union. « Je ne suis pas encore prête, j'ai des dispositions à prendre. » Sa voix était tranchante, polie mais sans appel, une lame d'acier enveloppée de velours. Elle s'adressait à l'aide, mais ses yeux défiaient l'homme à la fenêtre. Un silence suivit, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Lentement, Mathieu se retourna. Son visage était toujours ce masque de marbre, mais ses yeux gris brillaient d'une lueur nouvelle. Ce n'était ni de la colère ni de la surprise, mais quelque chose qui ressemblait à une sombre satisfaction, comme s'il avait anticipé sa rébellion et s'en délectait. Il ne fit aucun signe à son aide. Au lieu de cela, il fit un pas vers elle, puis un autre, s'arrêtant à quelques mètres seulement. Puis, avec une lenteur calculée qui glaça le sang d'Amélie, il tendit la main non pas vers elle, mais vers la porte. Ce n'était pas une offre ni une invitation. C'était un commandement silencieux, un ultimatum d'une puissance absolue qui rendait toute parole superflue. Le message était clair. La discussion était terminée. Amélie sentit le souffle lui manquer. Elle était prise au piège. Un scandale ici, maintenant, serait désastreux. Il le savait. Il avait orchestré cette confrontation pour établir sa domination dès le premier instant. Sa première impression de lui se solidifia. Il n'était pas un homme brisé, mais un prédateur silencieux, bien plus redoutable que tous les requins de la finance qu'elle avait affrontés. Pour lui, elle était sans doute l'incarnation de l'arrogance, une femme qui avait dû être domptée. Une fureur froide la submergea, mais elle la canalisa en une dignité glaciale. Après une seconde qui parut une éternité, elle se leva, le bruissement de sa robe de soie étant le seul son dans la pièce. Sans un regard pour lui, la tête haute, elle se dirigea vers la porte qu'il lui avait indiquée. Elle avait perdu cette première bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Elle passa le seuil, sentant son regard peser sur sa nuque, et la porte se referma derrière eux, scellant son destin et l'enfermant dans son nouveau monde. Le vol vers Monaco s'était déroulé dans un silence de plomb, un vide pressurisé qui était une extension de l'atmosphère du cabinet d'avocats. Maintenant, les murs du palais princier se dressaient autour d'Amélie, non pas comme un refuge, mais comme les barreaux dorés d'une cage sublime. L'opulence ici n'était pas celle, moderne et agressive, de ces bureaux parisiens. C'était une richesse ancienne, feutrée, imprégnée dans les boiseries sombres, les tapisseries séculaires et le marbre froid sous ses talons. Mathieu la guida à travers les grands salons sans un mot, sa présence remplissant l'espace d'une autorité silencieuse qui la défiait à chaque pas. Arrivé devant les portes de ses appartements, il s'arrêta et fit un geste simple de la main, l'invitant à entrer dans son nouveau domaine. Elle le toisa, son regard balayant la lourde porte en chêne, comme si elle n'était qu'un obstacle mineur, son menton levé dans un acte de défi muet. Elle n'était pas une invitée qu'on accueille, mais une reine prenant possession de son territoire, même si ce territoire lui avait été imposé. Dès le lendemain, elle commença sa campagne de résistance passive. Ses appartements, un enchaînement de pièces historiques décorées de meubles Louis XV et de portraits d'ancêtres au regard sévère, devinrent son premier champ de bataille. Elle convoqua le majordome du palais, un homme d'un certain âge nommé Antoine, dont la dévotion au prince était gravée sur chaque ligne de son visage. D'une voix nette et dénuée de toute chaleur, elle ordonna des changements radicaux.
Les murs devaient être repeints en blanc, les meubles anciens remplacés par des pièces de designers contemporains, les portraits relégués aux réserves. Antoine l'écouta avec une patience stoïque, son expression impénétrable. Plus tard dans la journée, il lui rapporta avec une politesse exquise mais inflexible que son Altesse Sérénissime préférait que le patrimoine historique du palais soit préservé. Amélie comprit. Chaque refus poli était un message direct de son mari silencieux, une affirmation de son pouvoir sur ce domaine où elle n'était qu'une étrangère. Le conflit s'intensifia lors d'un dîner officiel avec le conseil privé du prince. Assise à la droite de Mathieu, Amélie était une vision de perfection glaciale dans une robe de haute couture. L'atmosphère était lourde, les conversations mesurées et empreintes d'une déférence qui l'exaspérait. Persuadée que son mari était enfermé dans son monde insonore, elle se pencha vers le ministre des Finances, un homme plus âgé au sourire onctueux, et glissa avec un sourire en coin. On s'habitue vite au charme rustique de la vie de cour. C'est si pittoresque. Le mot « rustique » flotta au-dessus de la table comme une insulte subtile. Si le ministre eut un rire gêné, une voix féminine, tranchante comme un éclat de verre, s'éleva de l'autre bout de la table. C'était la princesse Isabelle, la tante de Mathieu, une femme au port altier et aux yeux d'acier. « Madame, ce que vous appelez rustique, nous l'appelons héritage. Une notion qui vous est peut-être étrangère. » Le silence qui suivit fut assourdissant, et Amélie sentit pour la première fois les murs invisibles de la forteresse familiale se refermer sur elle. Une nuit, alors qu'une tempête violente s'abattait sur la côte, un éclair illumina brièvement la bibliothèque où ils étaient contraints de travailler ensemble sur les détails d'une prochaine apparition publique. Un dossier glissa de la table et tomba au sol, ses pages se dispersant sur l'épais tapis. Instinctivement, ils se penchèrent tous les deux pour le ramasser. Leurs mains se frôlèrent. Le contact fut bref, presque inexistant, mais il projeta une décharge électrique à travers le silence de la pièce. Amélie retira sa main comme si elle s'était brûlée, le cœur battant soudainement plus vite. Elle leva les yeux et croisa son regard. Pour la première fois, elle ne vit pas le masque de marbre impassible, mais une lueur de surprise, une vulnérabilité fugace dans ses yeux gris tempétueux. Lui aussi semblait décontenancé, sa mâchoire se contractant légèrement avant qu'il ne détourne le regard, reprenant le contrôle de lui-même. Ce contact accidentel avait ouvert une minuscule fissure dans leurs armures respectives, révélant une tension d'une nature différente, plus complexe et bien plus troublante que leur guerre froide. Quelques jours plus tard, une invitation officielle arriva, scellée des armoiries de la République française. C'était pour le prestigieux bal des souverains, un événement annuel tenu au château de Versailles, réunissant la royauté et les chefs d'État du monde entier. Antoine la lui présenta sur un plateau d'argent, ses yeux soulignant l'importance de l'occasion. Pour le principauté, leur présence en tant que couple princier nouvellement marié était une déclaration diplomatique cruciale. Pour Amélie, c'était un retour sur le théâtre de son ancienne gloire, mais dans un rôle entièrement nouveau. Elle devrait affronter les regards de ceux qui avaient assisté à sa chute, les sourires hypocrites de ses anciens rivaux. L'idée la remplissait d'un mélange de terreur et d'une détermination féroce. Versailles serait son estrade. Elle utiliserait la présence de ce prince silencieux à son bras pour prouver à tous qu'elle n'était pas vaincue, mais qu'elle avait au contraire gagné un royaume. Elle ignora la boule d'angoisse qui se formait dans son estomac. Cette soirée serait sa revanche. Ainsi, après plusieurs semaines écoulées dans une atmosphère de guerre de tranchées psychologiques, leur dynamique s'était figée dans un équilibre précaire de tension et de dépendance mutuelle. Ils étaient deux adversaires liés par un contrat indissoluble, chacun étudiant les failles de l'autre. Le personnel du palais, mené par le loyal Antoine et la famille royale incarnée par la redoutable princesse Isabelle, formait un rempart infranchissable autour de Mathieu, isolant Amélie dans sa propre forteresse de solitude et d'orgueil. La perspective du bal à Versailles planait sur eux comme une menace imminente, un point de convergence pour toutes leurs frustrations et leurs ambitions secrètes. Pour elle, c'était l'occasion de reconquérir son honneur. Pour lui, c'était l'arène où l'endurance de son silence serait soumise à l'épreuve la plus cruelle, face au monde qu'il avait autrefois adulé et qu'elle comptait bien reconquérir, quel qu'en soit le prix. Le voyage jusqu'à Versailles avait été une trêve armée.
Un long silence partagé dans le cocon luxueux de la limousine princière. Les semaines écoulées au palais n'avaient fait qu'ériger des murs plus hauts entre eux, et ce bal, cette incursion en territoire ennemi, était le test ultime de leur alliance fragile. En arrivant, la splendeur écrasante du château, un océan de dorures et de lumière, semblait se moquer de la ruine intérieure d'Amélie. Elle descendit de voiture, une vision spectrale dans une robe fourreau d'un rouge sang, son visage un masque de porcelaine parfait. Chaque pas sur le gravier crissant était un acte de défi. Elle n'était pas une victime revenant sur les lieux de son humiliation, mais une reine venant réclamer son dû. À ses côtés, Mathieu était une ombre imposante, son silence une toile de fond sur laquelle elle projetait sa puissance retrouvée. Il était son sceptre, son bouclier, le symbole vivant de son invincibilité. C'était du moins le rôle qu'elle lui avait assigné dans le scénario de sa propre revanche, ignorant que le drame de ce soir n'était pas encore écrit. La galerie des glaces était un tourbillon de soie, de diamants et de murmures venimeux. Les regards la suivaient, un mélange de curiosité malsaine et d'admiration forcée. Elle reconnaissait les visages, ses anciens alliés et rivaux qu'il avait abandonnés à la première rumeur de sa chute. Elle leur offrait un sourire glacial, un salut distant de souveraine, sa main posée avec une familiarité étudiée sur le bras de son mari. Elle le sentait rigide sous son contact, une statue de granit au milieu du flot humain. Ses yeux gris balayaient la foule, observant, analysant, enregistrant chaque sourire hypocrite, chaque chuchotement à peine voilé. Il était son gardien silencieux, et pour la première fois, elle ressentit une étrange forme de sécurité en sa présence. C'est alors qu'un homme s'avança vers eux, fendant la foule avec l'assurance d'un prédateur. C'était Jean-Luc Beaumont, un magnate dont elle avait autrefois démantelé l'entreprise avec une efficacité chirurgicale. Son sourire était celui d'un homme qui attendait sa vengeance depuis longtemps. « Princesse, quelle joie de vous revoir parmi nous, et avec un si charmant accessoire. » La voix de Beaumont était mielleuse, mais ses yeux brillaient d'une cruauté non dissimulée. L'insulte comparant le prince à un objet était si flagrante que plusieurs invités retinrent leur souffle. Amélie sentit le bras de Mathieu se tendre sous sa main, une réaction presque imperceptible, mais elle était là. Son propre sang se glaça, mais elle maintint son sourire de façade. « Monsieur Beaumont, je ne savais pas que l'on vous laissait encore entrer dans des lieux de cette importance. J'imagine que les normes se sont assouplies. » La réplique fut cinglante, un coup d'épée verbal qui fit reculer Beaumont une fraction de seconde. Mais il se reprit vite, son sourire s'élargissant. « Oh, les normes sont très strictes, princesse, surtout en ce qui concerne l'honnêteté et l'intégrité. Une notion qui semble avoir échappé à votre famille récemment, n'est-ce pas ?» Le cercle d'invités autour d'eux se fit plus dense, un public avide de sang. Et puis, le coup de grâce. Beaumont leva la voix, s'assurant que tous puissent l'entendre. « Je parle bien sûr de la malchance financière de votre père, mais le monde ignore encore la vérité la plus savoureuse. Cette fortune perdue n'a pas seulement été dilapidée dans des paris insensés. Elle a été construite en partie sur des fonds détournés d'une œuvre de charité pour orphelins. Une œuvre que j'ai maintenant l'honneur de présider et de nettoyer. » Il sortit une liasse de papier de sa poche intérieure, l'agitant comme un drapeau de victoire. Un silence de mort tomba sur la galerie. L'humiliation était totale, publique, irréversible. Ce n'était plus une question de faillite, mais de crime, de honte indélébile. Tous les regards convergèrent vers Amélie, la disséquant, la jugeant. Elle chercha instinctivement les yeux de Mathieu, une supplique muette pour qu'il la défende, qu'il fasse quelque chose. Mais il resta immobile, son visage un masque de marbre impénétrable. Il ne bougea pas. Il ne fit rien. Il la regarda simplement se noyer dans la mer de mépris. Le monde d'Amélie se fractura. Le son de l'orchestre se mua en un bourdonnement sourd, les lumières des chandeliers devinrent des étoiles floues et cruelles. Les visages autour d'elle se tordirent en masques grotesques de pitié et de triomphe. La trahison de Beaumont était une chose, mais le silence de Mathieu en était une autre. Son inaction était une condamnation, une confirmation de son mépris pour elle. Dans ce moment de vulnérabilité absolue, il l'avait abandonnée. Une force primale, née de l'orgueil et de la survie, prit le dessus. Elle ne s'effondra pas, elle ne pleura pas. Lentement, elle retira sa main du bras de son mari, le contact lui brûlant la peau. La tête haute, le dos droit comme un i, elle se retourna et traversa la foule qui s'écarta devant elle comme la mer rouge. Elle ne courut pas.
Elle marcha, chaque pas une affirmation de sa dignité brisée, traversant la galerie dorée, les grands salons, jusqu'à ce qu'elle pousse les porte-fenêtres et disparaisse dans la nuit froide et l'obscurité géométrique des jardins de Le Nôtre. De retour dans la galerie des glaces, le silence qu'Amélie avait laissé derrière elle était plus lourd que n'importe quel son. Beaumont savourait son triomphe, mais son sourire s'effaça lorsqu'il croisa le regard de Mathieu. Pour la première fois de la soirée, le masque du prince se fissura, révélant une fureur si glaciale, si intense, que Beaumont recula instinctivement d'un pas. Mais la colère s'éteignit aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par autre chose. Un regret cuisant, une prise de conscience brutale. Il avait assisté à son exécution sans lever le petit doigt. Il avait voulu qu'elle soit humiliée, qu'elle paie pour sa cruauté. Mais la réalité de sa douleur, la vision de sa solitude absolue alors qu'elle s'éloignait, avait touché une corde inattendue en lui. Ce n'était pas de la justice, c'était un lynchage, et il en avait été le complice silencieux. Sans un mot pour les invités stupéfaits, il se tourna et quitta la salle, ses pas résonnant sur le parquet ciré d'une nouvelle et terrible détermination. Il la suivit dans les ténèbres du parc, attiré par le vide qu'elle avait laissé. Mathieu plongea dans l'obscurité des jardins, le froid de la nuit un piètre reflet du gel qui s'emparait de son âme. Les talons d'Amélie avaient laissé des empreintes presque invisibles sur le gravier humide, une piste fragile menant vers les labyrinthes de buis taillés. Il la chercha, non pas en l'appelant, car sa voix était une prisonnière volontaire, mais en scrutant les ombres, en écoutant le murmure du vent dans les feuilles, espérant y déceler le froissement d'une robe de soie. Le son lointain de l'orchestre, qui filtrait à travers les vitres du château, semblait se moquer de lui, une mélodie joyeuse pour une tragédie qu'il avait laissé se jouer. Il avait voulu la voir tomber de son piédestal, mais la voir brisée seule, fuyant dans la nuit, avait éveillé en lui un sentiment inattendu et dévastateur, le regret. Il comprit que sa vengeance silencieuse n'avait pas le goût de la victoire, mais celui amer de la cendre. Quand il retourna enfin à l'intérieur, elle était partie, ne laissant derrière elle qu'un vide assourdissant et le parfum subtil de son absence. Amélie ne retourna pas vers la voiture princière qui l'attendait. Elle marcha d'un pas rapide et mécanique, s'éloignant des lumières de Versailles comme une âme fuyant les feux de l'enfer. Le froid mordait ses épaules nues, sa robe rouge sang une tache criarde dans la pénombre des rues désertes. Elle héla un taxi, jetant au chauffeur le nom d'un quartier anonyme de Paris, loin des avenues luxueuses où son nom était autrefois une monnaie d'échange. Dans une chambre d'hôtel impersonnelle, payée avec les derniers billets qu'elle avait dans son sac de soirée, elle se regarda dans le miroir. Ce n'était plus la reine de la finance, ni la princesse de Monaco. C'était une femme dépouillée de tout, son reflet une étrangère aux yeux vides. Le silence de la petite chambre était absolu, une absence de son qui était plus douloureuse que les murmures de la foule. Elle ne pleura pas. Les larmes étaient un luxe pour ceux qui avaient encore quelque chose à perdre. Elle s'allongea sur le lit, sentant le poids de l'humiliation l'écraser, la figeant dans une immobilité de marbre. Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse pour Mathieu. De retour à Monaco, le palais lui parut immense et vide, chaque pièce un écho de son absence. Il avait lancé une recherche, mais une recherche discrète, presque clandestine, confiée à son chef de la sécurité le plus loyal. Il ne voulait pas d'un scandale médiatique, pas d'une chasse à l'homme qui la traquerait comme une bête blessée. Assis dans le bureau de surveillance du palais, il visionna en boucle les images des caméras de Versailles, la voyant s'éloigner, une silhouette solitaire et fière disparaissant dans la nuit. Une étrange douleur lui serra la poitrine, un instinct protecteur qu'il n'aurait jamais cru pouvoir ressentir pour elle. Son silence, autrefois son bouclier et son arme, était devenu sa cage. Il se rendait dans ses appartements, désormais figés dans le temps, et respirait son parfum sur un foulard de soie oublié sur une chaise, un arôme de gardénia et d'orgueil qui le hantait comme le fantôme d'une bataille perdue. Une semaine s'était écoulée. Amélie avait fui Paris, utilisant le peu d'argent qui lui restait, pour acheter un billet de train vers le sud. Elle avait trouvé refuge à Marseille, dans un quartier populaire du Panier où les ruelles étroites sentaient le sel, l'anis et le linge qui sèche aux fenêtres. Elle louait une petite chambre sous les toits, une mansarde modeste avec une vue plongeante sur le vieux port et le balai incessant des bateaux de pêche. Elle avait vendu les quelques bijoux qu'elle portait
échangeant l'or et les diamants contre l'anonymat. Pour la première fois de sa vie, elle travaillait de ses mains, faisant la plonge dans un petit restaurant du port, ses doigts manucurés désormais abîmés par l'eau chaude et le détergent. Personne ne la reconnaissait. Elle était juste une femme de plus, une ombre parmi les ombres, et cette invisibilité était à la fois sa punition et sa libération. Elle regardait la mer, cet infini de possibilités, et essayait de ne pas penser à cet homme silencieux dont l'inaction l'avait condamnée. 2 semaines s'étaient écoulées. La recherche officielle n'avait rien donné. Amélie s'était évaporée. Mathieu sentait le désespoir le gagner, une angoisse sourde qui rongeait ses nuits. Un soir, incapable de trouver le sommeil, il retourna dans les appartements de sa femme, cherchant un indice, n'importe quoi. Dans le tiroir d'une commode, sous une pile de documents financiers, il trouva un objet qui détonnait avec le reste de sa vie, un recueil de poésie de Baudelaire, usé par les lectures. Une page était cornée. Il lut les vers soulignés, des lignes sur la fuite, sur le désir de se perdre dans la foule anonyme d'une ville portuaire pour échapper à la splendeur oppressante de l'existence. Une conversation oubliée lui revint en mémoire, une pique qu'elle avait lancée lors d'un dîner, qualifiant Marseille de seul endroit en France où l'on pouvait encore trouver une âme brute. Ce qui était une insulte à l'époque lui apparut soudain comme une confession, une clé inespérée pour comprendre la femme derrière le masque. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit fatidique à Versailles. À Marseille, Amélie se tenait sur son petit balcon, enveloppée dans un châle bon marché, regardant le soleil se lever sur la Méditerranée. Le froid matinal lui pinçait la peau, mais pour la première fois, elle ressentait une forme de paix fragile dans son exil auto-imposé. Elle avait touché le fond, mais elle avait survécu. Au même instant, à Monaco, Mathieu se tenait devant une grande carte de la France. Le livre de Baudelaire était posé sur son bureau, ouvert à la page marquée. Il avait pris sa décision. Il n'enverrait personne. C'était un chemin qu'il devait parcourir seul. Son doigt se posa sur le point indiquant « le vieux port de Marseille ». Le poème et le souvenir de ces mots avaient été le déclencheur, la lumière qui avait percé les ténèbres de son incertitude. Il allait la retrouver, non pas comme un prince réclamant son dû, mais comme un homme cherchant à réparer ce qu'il avait brisé, mu par un besoin de rédemption qu'il commençait à peine à comprendre. Le prince quitta Monaco à l'aube, au volant de sa propre voiture, une Aston Martin sombre qui fendait le silence des routes côtières comme une lame. Il n'y avait pas d'escorte, pas de protocole, juste le vrombissement grave du moteur et le recueil de poésie usé sur le siège passager, son unique boussole. Chaque kilomètre qui le séparait du faste de son palais était un pas de plus vers un territoire inconnu, non seulement géographique, mais aussi émotionnel. Il ne fuyait pas sa vie. Il allait à la rencontre de la pièce manquante de son propre puzzle, cette femme qui l'avait humilié et dont l'absence avait creusé en lui un vide intolérable. La route défilait, un ruban d'asphalte entre la mer scintillante et les falaises escarpées, et dans ce mouvement, il sentait une résolution nouvelle se solidifier en lui. Il ne venait pas la chercher pour la ramener de force dans sa cage dorée, mais pour lui présenter les clés d'une vérité qu'elle ignorait, une vérité qui pourrait soit les détruire définitivement, soit leur offrir la plus improbable des rédemptions. Marseille l'accueillit avec une gifle sensorielle, une cacophonie de klaxons, de cris de mouettes et de conversations animées qui se déversaient des cafés. Le panier, avec son labyrinthe de ruelles étroites et ses façades délavées par le soleil et le sel, était un monde à des années-lumière de la perfection aseptisée de Monaco. Son costume impeccable et sa voiture de luxe étaient des anomalies dans ce décor vibrant et populaire. Pendant 2 jours, il erra, un fantôme élégant dans un monde qui n'était pas le sien. Il ne demandait rien. Il observait, écoutait, s'imprégnait des odeurs de savon, d'épices et de poissons grillés. Il arpentait les places ombragées, scrutait les visages dans les petites échoppes, cherchant un signe, une silhouette familière dans la foule anonyme. C'était une quête presque insensée, guidée par une intuition et les vers d'un poète mort, une recherche patiente qui mettait à l'épreuve chaque fibre de son être, le forçant à se dépouiller de son statut pour devenir un simple homme à la recherche d'une femme perdue. Et puis, au 3e jour, alors que le soleil commençait sa lente descente vers la mer, il la vit. Elle n'était pas dans un café chic ou une boutique d'art, mais à l'arrière d'une petite gargote dont la porte donnait sur une ruelle obscure.
Elle portait un tablier simple sur une robe modeste, ses cheveux attachés à la hâte, quelques mèches rebelles s'échappant pour caresser sa nuque. Elle était penchée sur un grand évier en métal, ses mains plongées dans l'eau savonneuse, lavant des assiettes avec une concentration farouche. Il s'arrêta, dissimulé dans l'ombre d'un porche, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus la reine de glace, la prédatrice financière. C'était une femme réduite à l'essentiel, sa fierté transformée en une dignité silencieuse et laborieuse. Il observa ses mains, ces mêmes mains qui avaient dû signer leur contrat avec un mépris glacial, désormais rougies et abîmées par le travail. Et dans cette vision, il ne ressentit aucune satisfaction, seulement une douleur sourde et profonde. Il attendit qu'elle ait fini, qu'elle sorte dans la ruelle pour jeter un seau d'eau. Le crépuscule teignait les murs ocres d'une lumière douce et mélancolique. Il sortit de l'ombre. Son ombre s'allongea avant lui, la touchant avant même qu'elle ne lève les yeux. Quand elle le vit, un sursaut de peur pure crispa ses traits, ses yeux saphirs s'écarquillant d'incrédulité. Puis la peur se mua en une colère froide, son corps se raidissant comme pour se préparer à une attaque. Elle posa le seau vide avec un bruit sec sur les pavés. « Que faites-vous ici » Sa voix était un murmure rauque, chargé de méfiance et d'une hostilité à peine contenue. Elle s'attendait à des gardes, à une scène, à un ordre de la ramener. Mais il était seul. Sa solitude et le calme de son expression la déconcertèrent, créant une brèche dans son armure. Le silence s'installa entre eux, lourd des 3 semaines de non-dit, un champ de bataille où leurs regards s'affrontaient sous le ciel de Marseille. Il ne répondit pas immédiatement à sa question. Au lieu de cela, il fit un pas lent et mesuré vers elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. De la poche intérieure de sa veste, il ne sortit ni une arme, ni des menottes, mais un simple dossier en carton qu'il lui tendit. Elle le regarda hésitante, puis ses yeux se posèrent sur l'objet. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle le prit. À l'intérieur, il n'y avait pas d'ordonnance du tribunal, ni de papier d'annulation. Il y avait des rapports bancaires, des transcriptions d'appels, des preuves irréfutables de la fraude de Beaumont, mais aussi des documents montrant le transfert de fonds anonymes pour sauver l'œuvre de charité, des transferts qu'il avait orchestrés dans les heures qui avaient suivi le bal. Son silence à Versailles n'avait pas été de la complicité, mais le calme du prédateur avant l'assaut final. Il l'avait laissé subir l'humiliation, oui, mais il avait passé chaque minute depuis à détruire l'homme qui l'avait causé et à réparer les torts qu'elle ignorait. Elle releva la tête, les feuilles de papier frémissant dans ses mains. Le masque de glace d'Amélie se fissura, révélant un chaos d'émotions. Le choc, l'incompréhension, et quelque chose qui ressemblait à une douleur nouvelle et encore plus profonde que celle de l'humiliation. Elle avait fui un homme qu'elle croyait être son bourreau, pour découvrir qu'il avait été son vengeur silencieux. Elle le regarda, cherchant une explication dans ses yeux gris qui, pour la première fois, ne la jugeaient pas mais semblaient lui demander pardon. C'est alors qu'il parla et sa voix, basse et légèrement rouillée par le manque d'usage, la frappa plus fort que n'importe quel cri. « Je ne vous ai jamais abandonnée, Amélie. » Ces quelques mots firent voler en éclats toutes ses certitudes. Le silence qui s'installa entre eux n'était plus une arme ou une frontière, mais un espace fragile et vertigineux où une vérité nouvelle et terrifiante tentait de naître, les laissant tous deux au bord d'un précipice inconnu. La résonance de sa voix, un timbre grave et légèrement voilé par des années de silence volontaire, fut un choc plus violent que n'importe quelle gifle. Amélie resta figée, les doigts crispés sur le dossier qui semblait soudain brûler sa peau d'une vérité insupportable. Le bruit de la ruelle marseillaise, les éclats de rire lointains et le murmure du port s'évanouirent, remplacés par le fracas assourdissant de son univers qui s'effondrait. Cet homme, cette statue de marbre qu'elle avait méprisée, possédait une voix. Et cette voix venait de prononcer les mots qui anéantissaient la fondation même de sa haine, de sa fuite, de sa nouvelle vie misérable. Elle leva les yeux vers lui, cherchant la supercherie, le piège, mais ne trouva dans son regard gris qu'une lassitude infinie et un regret si palpable qu'il en était presque une supplique. Le prince brisé n'avait jamais existé. À sa place se tenait un homme d'une complexité terrifiante, un architecte patient de sa propre justice, dont elle avait été à la fois la cible et elle le comprenait avec un vertige glacial, l'obsession. Il fit un pas de plus, réduisant la distance qui les séparait à un souffle. « Mon silence a commencé comme un bouclier, Amélie, un rempart contre un monde devenu trop bruyant,
trop violent après ce que j'ai vécu. Puis, quand tu es arrivé, c'est devenu une arme. Chaque mot cruel, chaque insulte murmurée en ma présence, je les ai entendus. Je les ai collectionnés comme des dettes de sang. Sa voix ne tremblait pas, mais elle était chargée du poids de mois de solitude et de fureur contenue. À Versailles, je t'ai laissé tomber. J'ai savouré l'humiliation que tu avais si souvent infligée aux autres. C'était ma vengeance. Mais en te voyant t'éloigner, seul, brisé, j'ai compris que ma victoire avait le goût de la cendre. Je n'avais pas détruit une ennemie, j'avais achevé une femme qui se battait, comme moi, pour survivre dans une cage que nous n'avions pas choisie. Mon plus grand crime n'a pas été de me taire, mais de laisser ma douleur justifier la tienne. Les larmes qu'Amélie avait refusé de verser dans la galerie des glaces, dans la solitude de sa chambre d'hôtel, montèrent à ses yeux avec une force irrépressible. Elles n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'humiliation, mais de pure et simple confusion. Une rage impuissante la secoua. « Vous m'avez écouté, vous m'avez jugé, vous m'avez condamné en silence. Vous êtes un monstre. » Le mot lui échappa, un souffle rauque, mais il manquait de conviction, car le monstre qu'elle décrivait lui avait tendu un dossier, prouvant non seulement sa propre innocence dans l'affaire de la charité, mais démontrant qu'il avait utilisé sa fortune pour réparer les torts de son père. Il l'avait vengé alors qu'elle le maudissait. Les feuilles de papier tremblaient entre ses doigts, chaque ligne un témoignage de la complexité de l'homme en face d'elle. Sa haine, si claire, si pure, se dissolvait dans un océan de nuances grises, la laissant à la dérive, sans la bouée de sa propre certitude. Il ne recula pas devant son accusation. Au contraire, il acquiesça lentement, une ombre de douleur passant sur son visage. « Oui, j'ai été un monstre, et tu as été mon miroir. Ta cruauté était une réponse à la prison de ce mariage, et mon silence était la mienne. Nous avons joué une partie d'échecs macabre où nous étions les deux seuls pions, nous sacrifiant l'un l'autre pour une victoire qui n'existait pas. Il tendit la main, non pas pour la saisir, mais paume ouverte, une offrande. Je ne suis pas venu ici pour te ramener, Amélie. Je suis venu te rendre ta liberté. Ces papiers te disculpent. L'empire de Beaumont est en ruine. Tu peux repartir, reconstruire ta vie, loin de moi, loin de Monaco. » Son geste était d'une sincérité désarmante. Et ce fut ce geste, cette offre de liberté absolue après des mois d'enfermement, qui brisa la dernière de ses défenses. Lentement, elle laissa tomber le dossier, le bruit sourd du papier sur les pavés scellant la fin de leur guerre. Elle posa sa main dans la sienne. Le contact de leur peau fut un nouveau commencement, une reconnaissance silencieuse que leur histoire, née dans le mensonge et la douleur, pouvait peut-être trouver un chemin vers la vérité. Sa main était chaude, forte, et elle s'y accrocha comme une naufragée. « Et si je ne veux plus de cette liberté ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Si la seule chose que je veux, c'est comprendre l'homme qui s'est tu si longtemps. » Un sourire presque imperceptible, le premier qu'elle voyait sur ses lèvres, éclaira le visage de Mathieu. Il resserra doucement sa prise. « Alors nous rentrerons, pas en tant que prince et princesse liés par un contrat, mais en tant que deux survivants qui choisissent de construire un pont au-dessus de l'abîme. Nous recommencerons, Amélie. Sans masque, sans silence. Nous donnerons à ce mariage une chance d'être ce qu'il n'a jamais été, un choix. » Sa proposition flottait dans l'air du crépuscule, fragile et pourtant plus solide que toutes les richesses qu'ils avaient jamais possédées. Dans les semaines qui suivirent leur retour à Monaco, le palais se transforma. Le silence n'était plus une arme, mais un espace de confort partagé, ponctué de conversations tardives, de confessions murmurées et de rires hésitants. Ils démantelèrent ensemble la prison de leur mariage, non pas en annulant le contrat, mais en le réécrivant avec des clauses de confiance et de pardon. Ils décidèrent que leur rédemption ne pouvait être complète sans un geste public, une guérison du scandale qui avait marqué leur union. Le plan fut scellé par une promesse silencieuse, un soir sur la terrasse surplombant la mer scintillante. Ils renouvelleraient leurs vœux, pas dans la froideur d'une cathédrale remplie de courtisans, mais dans les jardins du palais, entourés seulement de ceux qui avaient été témoins de leur guerre et qui assisteraient maintenant à leur paix. Ce serait le symbole final de leur nouveau départ, une déclaration au monde que même l'amour le plus impossible pouvait trouver un chemin vers la lumière. Le jour de leur second mariage n'avait rien de la splendeur glaciale du premier. Au lieu des voûtes oppressantes de la cathédrale, c'est sous une arche de jasmin et de roses blanches,
dans la lumière dorée d'une fin d'après-midi monégasque, qu'ils se firent face. Seuls quelques proches, dont une princesse Isabelle aux yeux étonnamment doux et un Antoine ému, étaient présents. Amélie, dans une simple robe de soie ivoire, ne portait pas de voile pour masquer son regard. Ses yeux saphir, brillants d'une émotion pure, étaient rivés sur ceux de Mathieu. Quand il prit ses mains, sa voix, désormais un instrument familier, grave et assuré, résonna dans le silence parfumé du jardin. Il ne prononça pas des vœux dictés par la tradition, mais une promesse née de leur cendre. Il parla de pardon, de vérité et du courage de reconstruire un amour sur les ruines d'une guerre. Son « oui » à elle fut un murmure gorgé de larmes et de gratitude, un son si fragile et si puissant qu'il semblait pouvoir guérir toutes les blessures du passé. Leur quotidien s'était installé dans une douce harmonie qui démentait les débuts tumultueux de leur union. Le Grand Palais, autrefois un champ de bataille silencieux, était devenu un foyer. Les matins commençaient souvent dans la bibliothèque, non plus pour des réunions de travail tendues, mais pour partager un café en lisant côte à côte. Parfois, Mathieu lui lisait des passages de poésie à voix haute, sa voix remplissant la pièce d'une chaleur qui chassait les derniers fantômes. Amélie, de son côté, avait retrouvé son acuité pour les affaires, mais elle la mettait désormais au service du principauté, travaillant avec lui et non contre lui. Le soir, ils se retirèrent souvent sur la terrasse où leur nouvelle vie avait été scellée, enveloppés dans un même cachemire, regardant les lumières de la ville s'allumer. Les longues périodes de silence entre eux n'étaient plus des abîmes de méfiance, mais des havres de paix, une communion si profonde qu'elle n'avait plus besoin de mots pour exister. Les symboles de leur ancienne guerre avaient été désarmés, un par un transformés en souvenirs de leur résilience. La lourde porte en chêne des appartements d'Amélie, jadis une barrière infranchissable, restait désormais presque toujours ouverte, une invitation permanente. Le contrat qui avait scellé leur union de convenance était encadré dans le bureau de Mathieu, non comme un rappel de leur marché de dupes, mais comme le point de départ improbable de leur histoire d'amour, le document zéro de leur reconstruction. Un an après le bal fatidique, ils étaient retournés à Versailles, non pour un gala, mais comme de simples visiteurs. Main dans la main, ils avaient traversé la galerie des glaces, le théâtre de son humiliation publique. Là, au milieu des touristes, il s'était penché pour murmurer à son oreille « C'est ici que j'ai commencé à t'aimer. Quand j'ai compris que perdre ton orgueil me coûtait plus que de préserver le mien. » La cour, autrefois un parterre de juges silencieux, avait assisté à la métamorphose avec une fascination respectueuse. Les ministres qui avaient échangé des rires gênés face au pic d'Amélie la consultèrent maintenant avec une admiration sincère pour sa vision stratégique. La princesse Isabelle, leur plus farouche opposante, était devenue leur plus fervente alliée, organisant des dîners intimes où elle observait son neveu et sa femme avec une fierté évidente. Le personnel du palais, mené par un Antoine rayonnant, ne servait plus un couple princier distant, mais une famille. Il voyait à la façon dont le prince cherchait la main de son épouse lors d'une réunion, la manière dont elle posait un regard apaisant sur lui avant un discours. Le murmure qui parcourait les couloirs n'était plus celui de la pitié pour un prince brisé, mais celui de l'émerveillement devant un amour si puissant qu'il avait réussi à faire refleurir un désert. Un soir, alors qu'une douce brise marine balayait la terrasse, Amélie se tenait appuyée contre la balustrade, contemplant la mer d'encre sous un ciel étoilé. Mathieu s'approcha par derrière, l'enveloppant de ses bras, posant son menton sur son épaule. Il prit sa main, celle qui avait été abîmée par le travail à Marseille, et en baisa délicatement la paume. « Je pense parfois à la femme que j'ai trouvée dans cette ruelle, » dit-il d'une voix basse. Elle était si fière, même dans la défaite, si forte, même brisée. Je n'ai pas épousé une héritière, Amélie. J'ai épousé une reine qui avait simplement oublié son royaume. Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face, ses yeux brillants de la lumière des étoiles. Elle posa une main sur sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur. Et moi, j'ai épousé un prince qui m'a appris que la plus grande des puissances n'est pas dans la voix qui commande, mais dans le cœur qui écoute. Leur histoire, née dans le silence assourdissant d'un mariage forcé, s'était épanouie dans la vérité, partagée de deux âmes qui avaient osé se pardonner. Ils n'étaient plus le prince brisé et l'héritière arrogante, mais simplement Mathieu et Amélie, deux survivants qui avaient trouvé dans les bras l'un de l'autre
un royaume bien plus vaste que celui de Monaco. Leur amour n'était pas un conte de fées, mais une épopée bâtie sur les cicatrices du passé, une preuve vivante que même des fondations de douleur et de mensonges pouvaient supporter le poids d'un bonheur éternel. Si leur voyage, du silence à la rédemption, a touché votre cœur, partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Découvrez dès maintenant un autre destin, celui d'un Cher impitoyable et de la femme qui osera le défier, en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.